Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Elisabeth Borne a reçu hier soir Yannick Morez, c'est le maire démissionnaire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, dont la maison a été incendiée, les voitures également, incendie criminel. Il pointe du doigt l'extrême droite. Le gouvernement a dévoilé son nouvel arsenal pour lutter contre les violences faites aux élus. Alors je vous donne quelques pistes. Aligner les peines des atteintes aux élus à celles par exemple des atteintes aux policiers, aux gendarmes ou aux pompiers. Est-ce que c'est la réponse qu'il fallait faire ? Bon, écoutez, en soi, pourquoi pas, mais ce n'est pas du tout la réponse adaptée à la situation. La situation, c'est que les élus, comme tous les Français et toutes les Françaises, sont de plus en plus victimes de l'ensauvagement de la société et du laxisme des autorités qui font que malheureusement, la violence est aujourd'hui perçue comme une méthode d'action, et comme il n'y a pas de sanction de la part de l'institution judiciaire, eh bien, l'ensauvagement se poursuit. Donc les élus ne font que subir malheureusement ce que les Françaises et les Français subissent depuis trop longtemps. Le plan du gouvernement, c'est d'augmenter les sanctions, justement. Oui, mais encore faut-il pouvoir arrêter les personnes. Là, visiblement, si j'ai bien suivi l'affaire, par exemple, la police explique que pour le moment, ils n'ont pas de suite, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment un problème de moyens, un problème de laxisme général, ce qui fait que la société s'ensauvage. Ça fait des années que Marine Le Pen le dénonce, et que malheureusement, malgré les grandes paroles, notamment de M. Darmanin, la situation ne fait que s'aggraver, et ça touche maintenant les élus ou des personnalités, évidemment. L'exécutif semble dire que le problème, ce n'est pas tant la réponse une fois que les actes ont lieu, mais de prévenir ces actes en détectant en amont les menaces réelles, avec par exemple des référents atteintes aux élus qui vont être créés, une sorte de guichet dédié aux politiques, aux élus, pour qu'ils puissent être entendus plus rapidement, notamment par les gendarmes. Pour vous, la violence contre les élus, ce n'est que l'expression d'une violence de société. Il n'y a pas de violence spécifiquement adressée à ceux qui représentent l'État, à ceux qui portent l'uniforme, policiers, gendarmes, pompiers, ou à ceux qui portent l'écharpe tricolore. Si, bien sûr, il peut y avoir des violences spécifiques, mais sincèrement, je ne crois pas que la réponse soit spécialement dans la prévention. Tout le monde sait qu'il ne faut pas s'attaquer aux policiers, aux élus, aux enseignants, aux soignants. Il y a des violences très graves à l'hôpital public, même dans la médecine privée. Donc non, je pense sincèrement que c'est pas une question de non, je pense que ce serait se tromper. Non, moi je pense que ce serait tromper ce diagnostic. Ce serait essayer de faire croire que on peut diviser la société, y compris quand il s'agit de victimes. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on ne fait que subir une violence généralisée. Vous dites on ne peut pas l'éviter. Si, on peut l'éviter. C'est la réponse on peut l'éviter. Après qui compte. On peut l'éviter. Mais oui, moi je pense que ce qui compte, c'est que les gens savent définitivement que la violence n'est jamais une solution, parce que si vous utilisez cette violence, vous serez sanctionné. Voilà. Après, ça n'empêche pas de faire de la prévention sur d'autres sujets, mais sincèrement, croire qu'on va solutionner la violence qui touche les élus en faisant de la prévention ou en permettant d'aller porter plainte plus vite, moi sincèrement, les élus de terrain, ils sont souvent en lien avec la gendarmerie, avec la police, et quand il y a un problème, ils sont déjà entendus en priorité. Déjà. Bon, ce qui d'ailleurs peut poser des problèmes, vous savez, parce que bien sûr qu'il faut protéger nos élus, mais les Français ont parfois aussi le sentiment qu'on parle beaucoup des violences qui touchent certaines personnes, à juste raison, parce qu'il faut en parler, il ne faut pas évidemment le mettre sous le tapis, mais que les violences que eux subissent sont banalisées. Voilà. Aucune violence ne doit être banalisée, quelle que soit la victime. Vous condamnez donc, j'imagine, toutes les violences qu'elles viennent, y compris par exemple pour ce syndicaliste CGT de Verbaudet dans le Nord qui a été enlevé, agressé par des policiers. C'est inacceptable. Il y a un film, je ne vais pas faire la publicité, qui parle d'un autre type d'agression, de méthode de barbouze qui semble se diffuser en France. Alors heureusement c'est marginal, mais il ne devrait y en avoir aucune. Donc moi, il faut protéger évidemment tout le monde. Et il faut surtout mener des enquêtes qui arrivent à leur terme. Je rappelle qu'on a une élue du Rassemblement national, une députée qui est de la Somme, Yael Ménage, qui s'était fait agresser en début de mandat. Bon, bah, malheureusement, il y avait eu de la solidarité, notamment des élus samariens. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'à l'Assemblée nationale... Samarien, c'est originaire de la Somme, je le dis pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le terme adéquat. Pourquoi vous ne vous êtes pas levé à l'Assemblée nationale en hommage justement au maire de Saint-Brévin ? C'est le seul groupe, le Rassemblement national, qui n'a pas souhaité se lever en soutien. Écoutez, des explications ont été données. Moi, visiblement, ce qu'on m'a dit le lendemain, c'est que l'essentiel, c'est qu'en fait, on n'a pas entendu dans le brouhaha. Vous êtes les seuls à ne pas avoir entendu. Oui, parce qu'on est aussi les seuls à être totalement opposés à la personne qui prenait la parole. Et par ailleurs, vous voyez tout le monde qui se lève et qui applaudit. Vous dites pas, il faudra peut-être qu'on se lève aussi. Non, vous savez, quand la NUPES dit quelque chose, on a tendance à se méfier si on a mal entendu. Et en l'occurrence, ça faisait 2 heures que la NUPES insultait les forces de l'ordre. Et là, ce sont des appels qui ont été lancés par Lyot, notamment.
quelque temps, non, là c'était, comment il s'appelle, Jérôme Bigard. Il y a 3 appels, en l'occurrence, là, vous parlez répétés, notamment de Lyot. Vous parlez des QAG. À vous si, les QAG mardi, et vous avez choisi de pas vous lever. Moi, je me suis levé. C'est questions au gouvernement. Pardon, oui, les questions au gouvernement, excusez-moi. Je suis sans doute trop mal réveillé. Vous êtes le seul à vous être levé dans non, on est plusieurs à s'être levés, plusieurs fois. Non, aux questions au gouvernement, il y a eu différentes positions, mais il y a aussi, si vous voulez, depuis quelque temps, une tendance à l'Assemblée nationale à se lever collectivement plusieurs fois par séance, comme si le fait de se lever et d'applaudir allait apporter des réponses aux Français. Donc il y a un moment, se lever et rendre hommage aux victimes, oui. Se lever et rendre hommage aux héros, par exemple nos policiers de force de l'ordre, oui. Là, que ça devienne une espèce si vous voulez, que les élus, que le gouvernement organise en permanence une espèce de standing ovation, comme si on était au Festival de Cannes, pour faire croire qu'il faut quelque chose alors qu'il ne faut rien. Je rappelle quand même que le vrai problème de Saint-Brévin, au-delà des éléments évidemment de violence et de persécution de cet élu, c'est qu'entre le 22 mars et le sketch du gouvernement de la semaine dernière, ils n'ont rien fait. Ils ont abandonné le maire, les autorités ont abandonné le maire. C'est l'origine essentielle de cette polémique. Et quand on écoute le gouvernement, on a l'impression que c'est parce que les élus du Rassemblement national ne se sont pas levés une fois aux questions au gouvernement ou en séance que le maire a démissionné. Non, c'est parce qu'ils ont laissé faire des violences groupusculaires d'extrême droite et ensuite ils ne l'ont pas aidé. Sur ces violences et ce climat de violence, la majorité disait hier, quand on les croisait dans les couloirs de l'Assemblée nationale, nous sommes tous responsables. Est-ce que vous vous sentez responsable aussi du climat actuel, un peu délétère, de l'ambiance dans laquelle se déroule le débat public ? Non, écoutez, ça les Français jugeront, mais moi je pense que nous n'avons jamais utilisé aucune forme de violence, même verbale, dans le débat démocratique. Et nous reconnaissons toutes les élections à Saint-Brévin contre le centre d'accueil. Oui, écoutez, il y a d'une part, au début, il y a une possibilité de faire une manifestation pacifique contre un projet, quel qu'il soit, que ce soit une éolienne, un centre pour les migrants, n'importe quel projet public peut donner lieu à une manifestation dans le câble. C'est quand même l'essentiel de ce qui se passe en France. Et on peut encore s'en féliciter. Je veux répondre à la question. Dès qu'il y a eu un soupçon de radicalisation du mouvement, nous avons donné instruction à nos cadres et à nos militants de se retirer de ces manifestations, comme nous le faisons toujours, car nous n'avons aucune ambiguïté avec ces mouvements qui, je le rappelle, parce que je veux quand même le rappeler, détestent le Rassemblement national, critiquent Marine Le Pen depuis 10 ans et parfois agressent nos élus. Contrairement, par exemple, à Reconquête qui a continué d'appeler à manifester sur place ? Je ne sais pas si je n'ai pas connaissance des instructions de Reconquête, mais ce qui est vrai, c'est que Reconquête a une stratégie depuis la présidentielle et leur échec à la présidentielle d'agitation permanente, et je pense que ce n'est pas au niveau d'un parti politique qui aspire aux responsabilités. Bon, après, c'est leur choix. Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Vous restez avec nous, invité du 8h30, 8h40. C'est le fil info avec Sophie Echen. Au moins un mort et 2 blessés à Odessa en Ukraine après de nouvelles frappes aériennes cette nuit sur plusieurs régions du pays, notamment sur Kiev, la capitale, en pleine visite d'un émissaire chinois pour tenter de trouver une issue politique au conflit. Une nouvelle enseigne de prêt-à-porter dans la tourmente, Koukaï, en redressement judiciaire depuis février, va fermer 20 de ses 120 magasins d'ici la fin du mois. Cela concerne 54 salariés. Le groupe leur promet des solutions de reclassement. Au moins 9 morts et plusieurs disparus en Italie. Le bilan s'alourdit après les importantes inondations en Émilie-Romagne. Des milliers de personnes ont été évacuées. Le Grand Prix de Formule 1 prévu à Imola dans la région ce week-end est annulé. Il faudra être patient si vous prenez la route aujourd'hui. En ce début de long week-end de l'Ascension, tout le pays est en rouge dans le sens des départs et ce sera noir dimanche dans le sens des retours. Bison Futé prévoit même la journée la plus chargée de l'année. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Les 75 principaux industriels de l'agroalimentaire acceptent de se remettre autour de la table pour négocier leur prix, pour rediscuter de leur marge. Alors on dit comme ça, on a l'impression que c'est peu, mais ces 75 industriels, c'est 80% du marché des marques nationales. Finalement, est-ce que le gouvernement a eu du doigté dans sa méthode de dire on va vous convoquer et puis vous allez vous remettre autour de la table et puis vous allez faire baisser les prix? Non, mais, si vous voulez, si maintenant le fait que la 6e puissance du monde se félicite d'avoir réussi, au bout de plusieurs mois d'hyperinflation, à ce que les industriels daignent rouvrir des négociations qui sont dans la loi,
Bon, moi, je pense qu'on est vraiment dans un constat d'échec. La réalité, c'est insuffisant pour vous ? Bien sûr que c'est insuffisant. Déjà, ça ne veut rien dire sur la baisse des prix, la baisse des marges. Et surtout, c'est très tard. Je veux dire, ça fait des mois, que les prix sont en hyperinflation. Nous, on la dénonce depuis septembre 2021, certes. Mais moi, j'aspire à avoir des responsabilités. Nous aspirons à l'Assemblée nationale à avoir des responsabilités pour la France. Si le reste du pays veulent laisser partir l'hyperinflation, ils le font. D'ailleurs, ils ont certains, par exemple l'Espagne, le Portugal, a pris des mesures sur la baisse de la TVA, par exemple. Mais revenons avec des résultats sur les négociations. En Espagne, non, c'est des bons résultats, mais si vous voulez, on voit que sur l'alimentaire, ça continue d'augmenter. Ça baisse sur l'énergie, mais ça augmente sur l'alimentaire. On peut revenir ensuite sur le cas espagnol et portugais. Mais sur ces négociations-là, pour le moment, ça ne préjuge de rien. Et surtout, c'est une fois de plus reconnaître le pouvoir qu'ont les industriels. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a voulu faire passer une loi qui s'appelait la loi de Creusot. Cette loi voulait confier l'arbitrage final des négociations, ce que j'ai appelé un pouvoir exorbitant, aux industriels. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que s'ils ne se mettaient pas d'accord, j'explique juste le dispositif, si industriels et producteurs n'arrivaient pas à s'entendre, on revenait au prix décidé par les industriels. Les industriels. Alors que ça n'est pas le cas actuellement. Et donc ça confie un double pouvoir à la grande distribution et aux industriels, vous l'avez dit vous-même, aux deux marchés les plus oligolistiques, et donc avec le plus gros pouvoir de marché contre les consommateurs d'une part, les producteurs d'autre part. Qui s'est opposé à passer ce pouvoir ? C'est le Rassemblement national seul. On a demandé une motion de rejet, ils nous ont tous tombés dessus, tous les partis nous sont tombés dessus, avant finalement de changer cette disposition qui confiait ce pouvoir exorbitant aux industriels. Et maintenant le gouvernement dit les industriels ont trop de pouvoir et ont abusé de leur marge. Donc une fois de plus, nous avons prévenu, nous avons agi, et aujourd'hui les industriels ont trop de pouvoir. Le gouvernement dit aux industriels, vous vous mettez d'accord, ou alors on a l'arme fiscale, on ira taxer vos surprofits s'il y en a. Mais absolument. Il ne dit pas que mettez-vous d'accord et puis ça ne vous engage à rien. Sauf que vous avez raison, sauf que ça fait des mois qu'ils disent en fait qu'ils ne veulent pas de taxe sur les surprofits. Donc commencer une négociation en disant oui, on va mettre une taxe qu'on a toujours refusée, les industriels n'y croient pas, les gros industriels n'y croient pas. Par ailleurs, il y a aussi des pratiques d'entente, il y a des pratiques non concurrentielles. Marine Le Pen, lors de la présidentielle, voulait considérablement renforcer la lutte contre ces fraudes, contre ces ententes qui sont extrêmement problématiques. À ce jour, le gouvernement ne fait rien contre ces positions dominantes. Quand vous avez des industriels qui arrivent à reconstituer des marges de 40%, il n'y a aucun agriculteur qui nous écoute. Quel industriel ? Les grands industriels, c'était le rapport de Bercy. Parce qu'il y avait plutôt 25% pour des groupes comme Coca, par exemple, ce qui reste énorme. Sur la constitution des marges, mais ça monte jusqu'à 40%, et même 25%, c'est considérable. Vous n'avez aucun agriculteur aujourd'hui qui fait 25% de marge. Ça n'existe pas. Surtout qu'en période d'inflation, tout le monde doit faire un effort. Donc aujourd'hui, on fait payer les consommateurs, on fait payer un certain nombre de TPE, PME. Les grands industriels, eux, doivent toujours pouvoir distribuer toujours plus de dividendes au marché financier. Je reviens à votre proposition, la TVA zéro sur un certain nombre de produits. Donc là, ce serait en l'occurrence une ponction sur le budget de l'État. Enfin, ça ferait moins de rentrées pour l'État. C'est la mesure qu'a choisie l'Espagne, avec peu de succès pour l'instant. 16,5% d'inflation en Espagne sur l'alimentaire. C'est quasiment comme chez nous, c'est même plus. Non, en fait, parce que l'étiage que prend par exemple ce gouvernement pour contester cette mesure n'est pas bonne. Il faut évidemment comparer l'évolution de la TVA avant et après cette mesure. Or, c'est passé de 14 à 16%. Mais quand vous baissez la TVA, nous, c'est 5 points en France, la TVA sur produits de première nécessité. En Espagne, 90% de cette baisse a été répercutée. Oui, si la TVA est de 5%, évidemment, ça ne va pas faire passer de 15 à 0 par définition. Ça et surtout que ça ne veut pas dire automatiquement ça va passer de 15 à 11 que ou les de prix 15 baisseront. À 10, c'est exactement l'objectif. Oui. Or, ce n'est pas la seule mesure aussi. Évidemment, on le dit, il faut augmenter les salaires. Nous, ce qu'on veut, c'est une politique croisée. Aucune mesure. Quand vous avez un système, un environnement d'hyperinflation économique, évidemment, ce n'est pas une mesure isolée qui va répondre à toutes les problématiques. Mais le croisement, d'une part, de la baisse de la TVA structurelle et durable et la hausse des salaires que nous proposons, je rappelle que nous proposons 10% de hausse des salaires. C'est pas 10% de hausse de salaire. En échange d'une baisse en échange de l'absence de charge sur cette hausse, nous pensons que ça pourrait évidemment fonctionner et faire rattraper le pouvoir d'achat, parce qu'il faut se dire aux Français qui nous écoutent, le gouvernement joue sur l'ambiguïté en disant l'inflation va baisser. Quand l'inflation baisse, les prix ne baissent pas. Quand l'inflation baisse, les prix cessent d'augmenter. Donc il faut alerter les Français. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de préparer les Français au fait que les prix vont être durablement élevés sur l'énergie, sur l'alimentation. Il n'y a que nous qui aujourd'hui proposons des baisses structurelles. Puisque vous parlez des salaires, est-ce que ça doit être la priorité de l'agenda social qu'Elisabeth Borne essaye de composer avec les partenaires sociaux ? Il y a un texte qui va arriver très vite sur le partage de la valeur, qui est issu d'un accord entre les partenaires sociaux. Est-ce que le fait que ce soit
en haut de la pile des priorités, c'est pour vous une bonne chose? Ça fait longtemps que c'est en haut de la prise pile, de mais ça ne conscience. fonctionne pas. Si vous voulez, le partage de la valeur, pourquoi pas? C'est consensuel, sans doute, on le votera, mais ça ne règle pas le problème du salaire mensuel. Vous dites les partenaires sociaux se sont mis d'accord, donc on le votera. Oui, moi j'attends de voir le texte final, mais on n'a pas de raison de s'opposer au partage des valeurs qui est très consensuel. Vous savez, depuis le gaullisme, l'intéressement, la participation, le fait que les salariés aient une plus juste part des résultats de l'entreprise, c'est parfaitement consensuel en France. Donc nous, on ne fait jamais la politique du pire, mais ça ne solutionne pas la question du salaire mensuel. Quand vous êtes une famille, quand vous êtes un foyer, vous avez chaque mois votre loyer, vos charges contraintes, votre alimentation. Il y a des baisses d'impôts aussi pour votre loyer. cette catégorie, à laquelle vous je ne souhaitez crois pas une augmenter. seconde les 2 milliards de baisse d'impôts de M. Attal et de M. Macron. Je ne crois pas une seconde. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je veux quand même signifier que ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires chaque mois. Parce que vos dépenses contraintes, elles sont chaque mois. Et même si vous êtes content d'avoir de l'intéressement ou de la participation à la fin de l'année, ça ne résout pas vos problèmes de dépenses chaque mois. Et les 2 milliards, alors pourquoi vous y croyez pas? J'y crois pas, parce que si vous voulez, déjà, c'est annoncé à la Saint-Glinglin, c'est pas précis. Et les impôts augmentent considérablement sur la TVA. Il faut savoir que depuis 2 ans, la TVA a augmenté de 18 milliards, plus de 28 milliards. Donc ça veut dire les rentrées de la TVA. Oui, les rentrées de la TVA. La oui, TVA, mais qu'est-ce qui paye en elle-même. Oui. Mais qu'est-ce qui non, mais d'accord, mais le poids de la TVA dans vos dépenses, dans nos dépenses, elle a augmenté de 46 milliards sur 2 ans. Donc et c'est essentiellement les classes moyennes qui paient cette TVA, les classes modestes. Donc quand vous avez fait rentrer 46 milliards d'euros sur 2 ans en plus, et que vous promettez de rendre 2 milliards vaguement 2 milliards d'euros, c'est une arnaque. Bon, si je vous prends 100 et que je vous rends 2, je suis pas sûr que vous serez content de la transaction. Emmanuel Macron vous dit j'ai aussi supprimé la taxe d'habitation. Mais ça, c'était au mandat précédent. La redevance. Ça. Il dit de l'argent a été distribué à ces c'est pas vrai, mais ça c'est comme à un moment il y avait la riposte de la Macronie qui expliquait que si Marine Le Pen avait été au pouvoir, elle n'aurait pas permis 500 euros de baisse d'impôt sur les classes moyennes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une seule personne qui nous écoute aujourd'hui sur votre antenne qui s'identifie à la classe moyenne, qui a gagné 500 euros par mois de plus depuis que M. Macron est au pouvoir? Donc il raconte n'importe quoi, il raconte absolument n'importe quoi. Et par exemple cette baisse sur la taxe d'habitation, soit elle a été compensée pour les propriétaires sur la taxe foncière, soit surtout elle a été compensée par les hausses, par exemple, de taxes sur les carburants. Je rappelle que les hausses sur les taxes de carburant, c'est considérable entre 2017 et 2018. Et contrairement aussi à ce qu'a dit le gouvernement, ils n'ont jamais baissé les taxes sur le carburant, ils n'ont fait que les augmenter. Jean-Philippe Tanguy, vous restez avec nous. On va parler dans un instant de la proposition de loi Lyotte pour abroger la réforme des retraites, en l'occurrence pour abroger le recul de l'âge légal de départ à 64 ans et qui sera voté ou pas le 8 juin à l'Assemblée. On va vous demander ce que vous, le groupe RN, vous voterez. 8h50, d'abord le fil info avec Sophie Echen. Le gouvernement fait un geste pour les usagers des lignes intercités avec une indemnisation dès lundi. Pour ceux qui ont été les plus affectés, notamment par des problèmes de ponctualité et de régularité. Cela concerne environ 20 000 personnes, selon le ministre chargé des Transports, Clément Beaune. Le parquet de Lille ouvre une enquête après des accusations de violence de la part de la CGT en marge de l'évacuation d'un piquet de grève devant une enseigne Verbaudet à Marquette-les-Lilles dans le Nord. Un délégué syndical affirme avoir été interpellé violemment devant chez lui par des policiers en civil avant d'être gazé et frappé. Plus de la moitié des Soudanais ont besoin d'aide humanitaire selon l'ONU, alors que les combats entre militaires et paramilitaires durent depuis plus d'1 mois. Ils ont fait 840 000 déplacés dans le pays et ont poussé 220 000 personnes à fuir. Et puis Rafael Nadal sera-t-il forfait à Roland-Garros? Le tournoi commence dans 10 jours. L'Espagnol qui l'a remporté 14 fois annoncera cet après-midi s'il y participe ou non. Rafael Nadal, toujours blessé à la hanche et hors circuit depuis 4 mois. France Info. Le 8-30 France Info, Neil à la Trousse, Laura Sénéchal. Jean-Philippe Tanguy, le 8 juin, à l'Assemblée nationale, arrive ce texte du groupe Lyotte pour abroger la toute dernière réforme des retraites, donc en fait pour revenir à 62 ans en âge de départ légal. Aucun mystère, votre groupe votera pour, et j'imagine qu'il votera pour de manière unanime. Ah oui, nous voterons sans doute pour. Alors on attend évidemment... Il n'y a pas de liberté de vote comme chez les Républicains. Parce que si, visiblement, c'est une des options sur la table de la majorité, c'est de pourrir, si je puis dire, le texte et de le transformer par des amendements ou de l'obstruction, on verra le texte final. S'il est dénaturé par le comportement de la minorité présidentielle, il faudra s'adapter. Mais oui, nous soutenons ce texte. D'ailleurs, au bureau de la Commission Finances, j'ai soutenu le président Coquerel pour lui dire qu'il était parfaitement... Et France Insoumise, je le qui est évidemment un insoumis, qui est parfaitement légitime pour laisser cette loi discuter, puisque la minorité présidentielle fait feu de tout bois pour essayer de bloquer... La majorité relative. Simplement, vous pensez qu'elle fera de l'obstruction
pour On empêcher sait le vote. pas, ils s'agitent, ils débattent, ils n'ont pas l'air de savoir comment s'opposer au débat parlementaire. C'est vrai qu'ils ont utilisé tous les moyens qui étaient à leur disposition pour limiter ce débat, pour l'empêcher, pour empêcher le vote. Maintenant, ça revient par le groupe Lyot. D'ailleurs, je pense que sinon on avait une autre niche qui n'avait pas été passée, on l'aurait fait aussi. Bon, voilà. Donc, les niches parlementaires, je précise pour les auditeurs qui ne sont pas forcément spécialistes, c'est des journées où les groupes d'opposition peuvent choisir l'ordre du jour à l'Assemblée. Absolument, il y en a une par an. Nous, elle est déjà passée, donc Lyot peut le faire. Donc, nous les soutiendrons. Mais j'espère que les macronistes ne vont pas pourrir cette journée, ne vont pas empêcher le débat parce que ça rouvrirait un conflit en France. Ça mettrait du sel sur une cicatrice qui n'est évidemment pas refermée, contrairement à ce que croit Madame Borne. Et donc, enfin, peut-être, on va pouvoir vraiment discuter de cette réforme. Mais même à supposer qu'il y ait un vote pour que la réforme soit vraiment abrogée, il faut que le texte soit adopté à l'Assemblée, qu'il soit adopté dans les mêmes termes ensuite au Sénat. Si les deux chambres ne se mettent pas d'accord, il faut une commission mixte avec des députés et des sénateurs qui arrivent à avoir un texte de compromis, et ça n'arrivera pas. La majorité vous dit, mais il n'y aura pas de commission mixte paritaire. Oui, On ne convoquera pas les députés et les sénateurs pour se mettre d'accord. Donc, c'est-à-dire que tout ça, en fait, c'est un peu de l'agitation. Ce texte n'a aucune chance d'aboutir. Non, c'est un équilibre politique. Déjà, à la fin, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Et si la majorité ne veut pas appliquer le processus parlementaire à son terme, eh bien ils iront s'expliquer devant les Français. Et je pense que les Français seront à nouveau très critiques de la pratique du pouvoir, de plus en plus antidémocratique, ou en tout cas contournant autant que possible l'esprit de la démocratie. Et les Français seront très critiques de ce comportement. D'ailleurs, de quoi a peur la majorité? Ils ont peur en fait qu'on dise la vérité sur la réforme des retraites. Bon, on la dira, que ça leur plaise ou non. Justement, vous avez un texte aussi, je crois, le Rassemblement national, pour ramener la retraite à 62 ans. Est-ce que vous dites, si c'est pas voté là, nous, quand il y aura cette fameuse niche parlementaire qui reviendra l'année prochaine, on le redéposera? Oui, c'est possible. C'est possible. Effectivement, on a déposé un texte qui en fait... Y compris dans un an. Mais, oui, mais en fait, en musique, si je puis dire, la réforme proposée par Marine Le Pen à la présidentielle. Donc, il est possible, effectivement, qu'on revienne dessus si cette loi Lyot n'était pas votée. C'est inconstitutionnel, dit la Première ministre. Parce que ça abroge des dépenses, ça abroge des recettes, pardon, justement. Oui, mais Madame la Première ministre, on lui dira que sa réforme coûte très cher en fait aux Français, parce que vous savez, on a l'exemple de la loi Fillon. Maintenant, c'est documenté, expertisé, d'ailleurs par les services de l'État. Laquelle ? La réforme Fillon sur les retraites a en fait coûté cher à l'État parce qu'il y a eu des transferts des comptes sociaux. C'est-à-dire que ce qu'on a gagné sur les retraites, ça a coûté à la sécurité sociale par les maladies, par les invalidités. Mais là, ce qu'elle dit plus simplement, c'est on est en train de revenir à la retraite à 62 ans. Forcément, ça va. Non, elle a tort. Nous pensons pas constitutionnel. Non, parce qu'elle a tort. C'est pour ça que le débat politique et parlementaire est la important. réforme ne fait pas d'économie. Non, nous pensons que la réforme des retraites fait des fausses économies, c'est-à-dire qu'elle fait des économies en apparence, mais qu'en fait, pour la société française et pour toutes les dépenses de l'État, pour notre modèle social, il coûte plus cher, puisque entre 62 et 64 ans, les risques d'accident du travail sont très importants, les risques de maladies chroniques sont très importants, les risques d'invalidité sont très importants. Donc beaucoup de gens qui vont être forcés de travailler davantage vont être malheureusement, je ne le souhaite pas, mais je le crains, vont être blessés, vont être abîmés par leur travail, et tout ça va coûter plus cher à la fin les 18 milliards d'euros sociaux, que les économies, les fausses économies qui sont prétendument faire. C'est en tout cas l'enseignement de la réforme Fillon, alors que c'était de 60 à 62 ans, et on est en meilleure santé entre 60 et 62 ans qu'entre 62 et 64. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes député de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, mais vous présidez aussi dans cette même Assemblée une commission d'enquête relative aux ingérences de puissances étrangères en France. Donc c'est une commission en fait composée de députés de tous bords. Est-ce que vous nous confirmez que Marine Le Pen sera auditionnée la semaine prochaine, mercredi prochain, je crois, c'est ça? Oui, les membres de la majorité présidentielle ont voulu rouvrir les auditions pour entendre Marine Le Pen. On avait toujours fait savoir Marine Le Pen dès le début de la commission, parce que c'était déjà un faux procès qu'on nous avait fait savoir qu'elle se rendrait à cette commission, tout simplement parce qu'elle n'a rien à cacher. Et elle vient s'expliquer sur quoi? En gros, c'est sur les liens avec la Russie? C'est les commissaires qui poseront leurs questions. Moi, je ne peux pas préjuger, mais j'imagine, oui, qu'ils vont l'interroger sur les fantasmes qui entourent le prêt avec une banque russe, sur se disant en lien avec la Russie. Banque du Kremlin, même plus précisément. Non, c'est pas une banque du Kremlin, ça fait partie des espèces de choses qu'on lit. C'est tellement pas une banque du Kremlin qu'elle a fait faillite. Alors moi, je veux bien qu'une banque d'État fasse faillite, mais enfin, c'est quand même, ça pose problème. C'est un soutien, on va dire, modéré. Moi, ce que je retiens de nos travaux pour le moment, que j'ai dit plusieurs fois, c'est que qui est-ce qui a rendu la France dépendante des hydrocarbures russes
ou de l'économie russe? Bon, c'est tout le petit monde qui a dirigé la France depuis 20 ans. Qui a permis à Renault de devenir le premier constructeur d'automobiles en France? C'est Marine Le Pen? Non, c'est les gouvernements qui se sont succédés. Qu'est-ce qui a permis à Engie d'investir plus d'1 milliard dans les 2 gazoducs qui relient l'Allemagne à la Russie, contournant nos alliés européens? C'est Marine Le Pen? Non, c'est le gouvernement de François Hollande. Ça, c'est un propos politique, mais ça fait 6 mois que votre commission enquête. Est-ce qu'elle révèle des ingérences avérées étrangères dans la vie politique française? Les conclusions, moi, en tant que président de la commission, il y a l'usage qui veut qu'on ne commande pas les conclusions. Il y a une rapporteure qui aura un rapport en Le rapport va faire un rapport. Donc la rapporteure, Madame Le Grip, va faire un rapport. Moi, je m'en tiens à l'usage et au respect du travail de mes collègues. Mais tous les comptes rendus aujourd'hui sont en ligne et donc vous pouvez déjà constater un certain nombre de choses. C'est une bonne chose, Jean-Philippe Tanguy. On parlait des soupçons, disons, sur le prêt russe qui pèse sur votre parti. C'est une bonne chose d'avoir fait passer une loi qui interdit aux partis de se financer auprès de banques extra-européennes? Moi je pense que c'est une bonne chose sur le papier, mais il doit y avoir un complément qui est de forcer le système bancaire français à prêter à tous les partis d'opposition crédibles. Voilà. Or, aujourd'hui, le fait que d'un côté, par exemple, l'UMP LR, qui à l'époque avait plus de 120 millions de dettes, avait accès au système bancaire, alors que le Rassemblement national, lui, n'a jamais eu accès au système bancaire français, c'est scandaleux. Voilà. Et les Français doivent savoir qu'il y a beaucoup de candidats de tous partis au quotidien qui ont des difficultés, ne serait-ce que pour ouvrir un compte bancaire. Moi-même, j'ai été expulsé de ma banque. J'ai été expulsé de ma banque parce qu'ils considèrent que je suis une personnalité politique exposée, voilà. Alors que je n'ai évidemment jamais rien fait. En un mot, Nadine Morano peut être présente sur une liste Rassemblement national aux européennes? Une liste d'ouverture. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Bon, après, moi, j'essaie de jamais mélanger. La porte est ouverte, c'est à elle d'accepter. Oui, enfin après, la porte est ouverte, c'est aussi une question de ligne, une question sur notre vision de la construction elle est sur votre ligne ou pas, d'après vous? Bon, Madame Morano, historiquement, elle est sur la ligne de Nadine Morano. Après, comme d'autres, comme Monsieur Mariani était sur une ligne différente du Rassemblement national. Mais le fait de rassembler, d'élargir, c'est toujours aussi de pouvoir convaincre de nouvelles personnalités politiques que nous avons raison et que la vision que nous portons pour la France peut s'élargir. De toute façon, c'est dans un an, on a le temps de s'y préparer. Il y a le temps, il y a le fond. Jean-Philippe Tanguy, merci beaucoup, président délégué du groupe RN à l'Assemblée, invité du 8-30. Bonne journée. Merci.